Bonsoir, bon dimanche. Heureux à nouveau de vous savoir nombreux pour regarder cette autre édition de Face à l'actu. C'est le 21 août. Évidemment, nous reviendrons sur quelques sujets traités par la rédaction de STV que nous analyserons avec l'invité de ce dimanche. Mais la trame de l'émission parlera davantage du SDF, le parti de John Frondi, vous le savez, avec quelques discordes ou quelques sons dissonants qu'on y entend depuis quelques semaines déjà. Le NEC, un peu avant, il y a eu cette rencontre de Bouddha qui a pu voir un certain nombre de cadres et même de militants de SDF sembler prendre notre chemin. On en parle avec l'un des cadres de ce parti dans le littoral, récemment promu au NEC dans son rôle désormais de vice-ministre des télécoms, du shadow cabinet, comme ça s'appelle là-bas chez eux. Mais il est coordonnateur, ex-coordonnateur, SDF Vouri, il nous en dira davantage ce soir. Alain Tongo est sur ce plateau, mais pour rappeler rapidement les quelques sujets sur lesquels on reviendra, la répartition des droits d'auteur, l'installation de la nouvelle présidente de la PCAM, la sortie d'un contingent de 775 sous-officiers de gendarmerie, la réunion du préfet d'une Foundi s'agissant des débuts de boissons, la sortie du gouverneur du littoral, et puis bref, un certain nombre d'autres sujets, notamment la grève dans les hôpitaux qui a été décalée. Alain Tongo, bonsoir. Bonsoir, Dipita Tongo. Merci d'être invité, d'être des nôtres ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Je suis plutôt ravi d'être là, parce que c'est une coïncidence terrible que je m'appelle Tongo comme vous. Bon, ne me crois pas quand je dis que je l'ai découvert assez récemment. Ben, il n'y a qu'une semaine qu'on s'est découvert. Ah voilà. Je suis heureux de recevoir un homonyme. Je suis heureux d'être à STV et c'est la première fois que je passe à STV. Ah d'accord, oui, plus. La première fois. Pourtant, ça fait combien de temps que vous avez assumé la coordination du Vouri? J'ai assumé la coordination du Vouri pendant 2 ans, Okay. parce que j'ai remplacé le feu Lotin Samé. D'accord. Et après le décès de Lotin Samé, le parti m'a donné la lourde charge de continuer, parce que nous avons un article qu'on appelle le 18.5. Qui nous donne la possibilité de coopter en cas de vacances et en cas de décès. Dans le cas d'espèce, l'autre étant décédé, le parti a porté son dévolu sur moi. On revient sur la procédure tout à l'heure. Ouais. Donc, on va parler de toutes ces questions-là avec vous. Alors, dites-nous d'entrée, vous, à l'aperçu, au regard, vous dites le SDF aujourd'hui, quel est son état d'esprit pour faire un peu image, son état de santé? C'est un parti fort sur ses 2 pieds, prêt à aller aux prochaines batailles, qui c'est peut-être électorale 2025? Bon, le SDF a connu sa crise, qui a d'abord été une crise d'adolescence, mais aujourd'hui, le SDF arrive à maturité, 30 ans d'implantation territoriale, un maillage sur l'ensemble du territoire, nous donne quand même... Le parti n'est pas écroulé. Le parti a des structures qui sont restées très fortes. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la bataille autour du contrôle de ces structures est extrêmement forte et ça semble détricoter ce que nous avons fait jusqu'ici. Mais au-delà de ça, je crois que le SDF on a connu peut-être une petite période de turbulence, une petite période de convalescence. Le chairman, John Frondi, qui avait pris sur lui la responsabilité de d'abord quitter les affaires, a décidé d'assainir l'ambiance autour du parti avant de transférer. Donc nous avons un congrès l'année prochaine et le congrès déterminera qui sera le prochain président de notre parti. Ça fait combien de temps que vous militez? Alain Tongo milite depuis 30 ans. Au SDF. SDF. Donc ça, c'est les années 90. Je suis un militant je suis issu des barricades. Alors, quand on regarde la progression du SDF, on sait quand même que c'est un parti qui a connu beaucoup de départs. Oui. Entre sa création dans les années 90, de grands noms, Medmouna, les bâtonniers, bref. Il y a eu un certain nombre j'ai failli dire d'élites, de personnes ressources politiques qui sont parties. Quand vous regardez ce chemin parcouru jusqu'aujourd'hui, des départs, certes aussi, mais des arrivées aussi. Vous vous dites le SDF est la première formation politique du Cameroun?
Bon, le dire serait prétentieux, mais je vous ai dit que nous avons des structures qui sont suffisamment fortes parce que sur le plan du maillage, sur le plan du territoire, le SDF est suffisamment implanté sur l'ensemble du territoire. Maintenant, nous avons eu des départs. Un parti politique, pour dire la vérité, n'est pas une prison. C'est-à-dire, on y entre et on ressort quand on peut ressortir, quand il y a incompatibilité. Donc, mais le parti est là, il est debout, il ne bouge pas. Et depuis 2018, quelle appréciation faites-vous de votre parti? Nous avons 2018, vraiment, c'est une période charnière pour nous parce que nous avons connu une forte dégringolade au niveau de l'élection présidentielle qui était liée d'abord à une conjoncture qui est en zone anglophone, dans laquelle nous avons peut-être la meilleure de nos implantations, une zone anglophone qui est en proie à une guerre. Nous avons, il faut que je le dise, parce qu'il y a des abcès à crever. Nous avons beaucoup de cadres, parmi lesquels ceux qui sont même signataires des 27 de Bouddha, qui n'ont pas accompagné le candidat. Le candidat n'était pas vraiment seul livré parce qu'il y en a qui n'ont pas accepté le choix, qui a été un choix démocratique, qui a été fait au cours d'un congrès, un congrès populaire et populeux dans lequel tout le monde a donné du sien et au sorti de là, le candidat Joshua aussi a été retenu comme candidat. Malheureusement, il y en a qui ont boudé ce choix pour des raisons qui sont... Et certains estiment que le candidat n'a pas forcément eu besoin d'eux, ne les a pas spécialement sollicités. Bon, ça généralement, c'est a priori, c'est a posteriori qu'on explique. Et parce que tout le monde veut prendre l'échec et le faire mettre sur le candidat seul. Bon, moi, je crois que c'était un échec collectif. Et il faut partir de là pour rebondir. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, ils veulent nous enfoncer dans une chienlit qui va rendre le parti ingouvernable et va l'affaiblir davantage. Et nous ne sommes pas pour ça. C'est pour ça que quand on me confie les rênes de la coordination du Vouri, en vérité, les gens qui me le confient avec un agenda caché. D'accord. Et l'agenda caché, c'était que je devais être le chien de compagnie qui devait attaquer le camarade président Joshua aussi. Et dès qu'ils ont découvert que j'étais pas malléable, à souhait, à leur souhait, ça a abouti à la pantalonnade que j'ai décrite l'autre jour. Une réunion qui en vérité est une réunion statutaire, mais qui n'a pas le droit de démettre un coordonnateur. Alors vous allez nous expliquer la procédure, mais je vais lire vous des personnes. Vous avez qui une idée en tête particulièrement? Le président régional du littoral, l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui a décidé de faire du SDF littoral une franchise. C'est-à-dire que le SDF, il utilise juste le label SDF, mais en vérité, il a mis des gens en ordre de bataille pour sa seule personne et pour son unique gloire. On va prendre le premier reportage de ce dimanche. Vous le savez, on l'a dit. On va parler de la répartition des droits d'auteur. Alors, ils sont plus de 600 artistes qui, évidemment, cette semaine, ont pu recevoir la première tranche de paiement de cette activité-là, des droits d'auteur. Une action coordonnée entre la CMC et la SOCAM. Et ici, à Douala, nos équipes sont allées voir comment ça se passe. Évidemment, tout le monde n'est pas content, mais il faut dire que beaucoup apprécient cet acte. Suivez plutôt. Très fâché. D'une part, ceux qui sont mécontents et qui le manifestent. Je suis étonné qu'on dise qu'on a eu 1 milliard et tout de recouvrement forcé. Et dans les recouvrements forcés où j'étais l'acteur, puisque c'est moi qui ai amené mon équipe de 15 personnes sur la pluie. Et on quittait à 3 h du matin. On a bagarré dans les sociétés avec les directeurs pour nous payer notre argent. L'argent ne peut pas arriver parce que comme je suis un homme clair, et dis la vérité qu'on donne les gens à l'argent, et je ne suis pas parmi les millionnaires. Je veux savoir qui sont parmi les millionnaires. Je n'ai même pas eu 500 000, j'ai eu au-dessus de 500 000. Et on vient me couper encore 75 000 francs pour dire que j'avais fait un prêt. Quel prêt?
Et d'autre part, ceux qui estiment que c'est un premier pas dans le processus d'appurement des aérés des droits d'auteur et droits voisins affiliés à la CMC et à la SOCAM dont les œuvres ont été exploitées sur la période de 2005-2009. Ah, j'ai vu mon feuillet, c'était passable. Pour un premier appurement, c'est pas mauvais. Parce qu'il s'agissait déjà de deux sociétés et je crois que la cagnotte c'était dans les 340 millions, quelque chose comme ça. Je ne crois pas que c'était mal. Donc je pense qu'avec le deuxième appurement qui viendra encore corriger, c'est pas mauvais pour un premier temps. C'est une suite logique. Maintenant, l'artiste va rentrer dans son droit et maintenant le reste va se faire. Le reste, c'est-à-dire quoi? Le reste, c'est-à-dire du jour au lendemain, ça sera la dissolution de peut-être des sociétés antérieures pour permettre à la nouvelle de pouvoir étendre son envergure. 685 artistes, musiciens, producteurs et éditeurs de musique reçoivent dès ce 18 août 2022 plus de 340 millions de francs CFA. Le retrait des feuillets se fait dans les 10 régions du Cameroun. Voilà une actualité qui, je veux dire, c'est un ouf de soulagement pour les hommes de culture, ces artistes. Oui, c'est un ouf de soulagement, mais on peut faire mieux que ça. D'accord. On peut faire mieux que ça parce que c'est une question que j'étudie un peu. Ok. Les droits d'auteur, c'est bien, mais à l'intérieur des droits d'auteur, avec la dématérialisation, aujourd'hui, il faut, et ça existe en Allemagne, et plein d'autres pays sont en train de l'adopter, on appelle ça la copie privée. D'accord. La copie privée, ça veut dire que quand vous avez, dans votre téléphone, vous écoutez de la musique, Exact. dans votre ordinateur, vous écoutez de la musique, dans votre clé USB, il faut écouter de la musique, donc il y a, comme dans la dématérialisation, tout ce qui porte la musique doit, à l'entrée du port, être frappé d'une taxe qui va être conjointe à la douane. Et ainsi, on récupère cet argent, on constitue une cagnotte. Au Nigeria, la copie privée rapporte à peu près l'équivalent de 60 milliards de francs CFA. Donc imagine quand on redistribue aux musiciens, parce que ici, là, c'est bon, mais je crois que c'est des broutilles qui ne sont pas à même de sortir les musiciens de la morosité dans laquelle ils sont englués tous les jours. Donc il y a des pistes à explorer pour oui, il y a une belle piste à explorer et moi j'appelle les autorités à explorer parce que c'est même impressionnant parce que c'est des gens qui sont ouverts sur le monde, qui connaissent ces évolutions mais qui ne les mettent pas en pratique chez nous. Il faut néanmoins reconnaître que les artistes, non sans forcément se satisfaire, observent et apprécient que c'est quand même la première fois qu'on atteint ce montant, il me semble. Oui, ça c'est la première fois. 600 millions, oui, sinon un peu plus. Oui, c'est un montant substantiel, mais bon, avec maintenant si vous ajoutez à ça les droits voisins. Exact. Les droits voisins, c'est lié parce que l'auteur-compositeur, il reçoit des droits, mais l'interprète et les musiciens qui l'accompagnent et le producteur doivent être assujettis à des droits voisins. Absolument. Or, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu la répartition des droits voisins. Or, c'est les musiciens qui portent la musique. Les chanteurs, généralement, c'est des visages. Et quelquefois, même, c'est la phase marketing de la chose. Alors, revenons donc au fil conducteur de notre émission. Je voudrais savoir, selon vos textes, comment sont retenus, désignés, élus les responsables au niveau régional, au niveau départemental, évidemment pour prendre votre cas par exemple? Non, au niveau régional, on est élu après une conférence régionale. C'est-à-dire une conférence régionale, c'est une conférence à laquelle prennent part l'ensemble des circonscriptions de la région qui délèguent des gens qui vont faire une élection pour dégager un bureau régional. Et au niveau de la coordination, c'est l'ensemble des cellules, c'est-à-dire le corps électoral même qui porte la coordination est plus important que le corps électoral qui porte la région. Ok. Ouais. Sauf que moi, j'arrive aux affaires suite à une cooptation. La cooptation est liée au fait de la vacance qui est le décès du camarade Lotine Samé. Alors, qu'est-ce qu'on me reproche? On me reproche
Le fait d'avoir été... Alors, la cooptation, comment s'est-elle faite? Je veux dire, c'est le président seul, c'est un comité, c'est le bureau régional, y a-t-il eu une concertation là? C'est le bureau régional qui a été saisi par la coordination départementale pour leur faire savoir qu'il y a une vacance et il fallait pouvoir rapidement. Et bien, le bureau... Avant la vacance, quel poste occupiez-vous au niveau du département? Qui c'est peut-être pour vous comprendre pourquoi c'est vous qui... Non, j'avais complètement décroché de tout ce qui était poste à l'intérieur du parti. Okay. J'étais un cadre simple avec une expérience de 30 ans qui animait les structures à chaque fois qu'il était sollicité. Mais c'est avec beaucoup d'insistance qu'on m'a appelé pour me dire on veut faire de vous le coordinateur départemental. J'ai hésité, mais j'ai quand même accepté parce que je suis un missionnaire de mon parti. Je me suis donc mis en mission. J'ai commencé à travailler avec le bureau départemental que j'ai trouvé sur place, avec Madame Ba, qui est ma vice-présidente, une femme adorable, et avec le reste du bureau. Ben, je crois que je suis plutôt victime de mon insoumission. C'est-à-dire que en me cooptant à ce poste-là, ils étaient convaincus qu'ils allaient avoir la main mise sur moi et ils allaient me donner le couteau. Mais pour faire leur combat. Vous dites, vous y avez passé 2 ans. Oui. Quel était l'état de relations entre vous et peut-être qui c'est le bureau régional? Oui, ça a été tout de suite très exécrable. Parce qu'aussitôt que j'ai pris mes fonctions, j'ai vu qu'il y avait un bureau régional qui était un bureau qui était plutôt là avec un agenda de revanche. Et moi, ça n'entrait pas dans mon idéal, ça ne cadrait pas avec mon idéal, parce que moi, j'étais convaincu qu'on venait parce que nous avons trouvé un parti qui était vraiment sclérosé et il fallait le ranimer. Or, je ne peux pas venir à l'intérieur d'une structure qui, elle, a un autre programme et m'y arrimer. Donc, c'est pour ça que dès qu'ils ont compris que je n'étais pas avec eux, entre guillemets, et en vérité, j'avais prévu ce scénario. Mais quels sont les indices qui vous font penser qu'ils voulaient se servir de vous? Non, ils voulaient se servir de moi. Ils voulaient se servir de moi parce que dès qu'ils engagent la bagarre de succession au sommet, il fallait un visage qui pouvait à soi donner impression de neutralité, mais en vérité, c'était pour qu'ils tirent des ficelles derrière. Cela dit, il a donc été procédé à de nouvelles nominations. Oui. Que vous contestez? Je conteste. Sur la base de quoi? Mais je conteste parce que, aucun test, j'ai fouillé tous les tests du parti, aucun test du parti ne dit qu'il y a incompatibilité entre membres du shadow cabinet. En fait, c'est ce que vous avez reproché? Oui. C'est-à-dire qu'on vous dit... vous avez été promu au sommet du parti, donc normalement, vous ne pouvez pas cumuler. Or, j'ai regardé tous les tests du parti. Aucun des tests du parti n'interdit à quelqu'un d'être membre du shadow cabinet. Est-ce qu'en dehors de vous, ça existe dans votre parti? Ben, ça existe. Ah bon? Ça existe parce que dans la Sanaga maritime, Kembe, qui est un affidé de l'honorable Jean-Michel Nicheux, est membre du comité exécutif national, c'est-à-dire membre du shadow cabinet comme moi, et en même temps aussi, il est coordinateur départemental de la Sanaga maritime, et il cumule les deux depuis à peu près 15 ans. Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Cette politique de 2 poids 2 mesures cache tout simplement un dessein inavoué. Essayer de mettre une camisole de force sur ma personne. Est-ce que le NEC, par exemple, a-t-il été saisi de cette situation? Je veux dire, est-ce qu'au-delà de la région du littoral, est-ce que d'abord vous avez officiellement contesté les dernières nominations? Je veux dire, ou alors pour vous, bon, écoutez, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je suis le coordonnateur départemental. C'est ce que vous dites? Je suis le coordonnateur départemental. Est-ce que les militants le reconnaissent? Est-ce que vous êtes en activité? Oui, je suis en activité. Quelles sont les actions que vous menez en tant que coordonnateur? Je travaille avec le bureau de la coordination et je suis, parce que j'ai été mandaté par la commission du NEC en charge des renouvellements dans le Vouri, c'est moi qui suis en train de coordonner les renouvellements des activités dans le Vouri et le NEC ne me l'a pas refusé. Je continue à travailler. J'ai travaillé en Comondor,
où on vient d'installer 11 nouvelles cellules. Je viens de valider le travail de Douala 1er. J'ai validé le travail de Douala 3 chez le camarade Youmsi, qui lui-même aussi a été suspendu parce que pour son insoumission et changé par toujours un affilié. En vérité, c'est une opération d'épuration qui est en train de se passer à l'intérieur du littoral. Le président régional tient absolument à aseptiser sa franchise. Et nous sommes comme des microbes à l'intérieur de sa franchise. C'est ce qui est en train de se passer, M. Dipita. Mais pourquoi n'avoir pas saisi les instances au-delà du littoral? Je veux dire, vous feignez vous ignorez les décisions qui ont été prises, vous fonctionnez simplement, voilà, vous dites, vous allez interpeller les instances juridictionnelles internes prêtes à décider de cette question-là. Nous avons déjà saisi le secrétariat général. D'accord. Bon, et le secrétaire général est en train d'étudier la question. Mais en vérité, le secrétariat général, en étudiant la question, ça ne nous suspend pas. Okay. Puisqu'il y a une commission, à partir du moment où la grande commission de renouvellement en charge du littoral vous donne des lourdes responsabilités et vous dit continuez de travailler, parce que le sénateur Moshigal Vaniga travaille avec moi, lui qui est responsable des renouvellements dans le Vouri. À aucun moment, il m'a dit, Monsieur Tongo, vous êtes plus coordonnateur, donc arrêtez. Donc c'est en qualité de coordonnateur que je suis en train de travailler sur le terrain. Il y a une forme de bicéphalisme dans le SDF littoral, ou départemental tout au moins. Moi, je ne parle pas de bicéphalisme. Je parle d'un coup d'État manqué. Et à partir du moment où le coup d'État est manqué, celui qui est en poste continue la gestion des choses. L'autre partie qui vient d'être nommée également, je veux dire celle conduite par Jean-Robert Wafo, elle doit aussi être en mouvement là maintenant. Là, je ne sais pas. Mais comment se comportent les militants? Il y a des militants qui continuent de suivre le coordonnateur que je suis. Et il y a aussi une branche de brebis égarés qui sont dans leur agenda. On peut clairement parler d'un SDF divisé dans le littoral. Il y a deux SDF dans le littoral, pour faire simple. Il n'y a qu'un SDF dans le littoral. Il y a le SDF qui est le SDF qui structurellement va du sommet vers la base, et il y a maintenant une franchise SDF qui tient absolument à s'affirmer, alors qu'en vérité, elle a perdu la légitimité du sommet. D'accord. On va prendre le deuxième reportage et revenir après suivre cette actu au cœur du SDF. Le deuxième reportage nous parle de l'installation d'une nouvelle présidente à l'APECAM. L'événement s'est déroulé cette semaine ici à Douala en présence du ministre des Finances et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Suivez plutôt. We will today witness the installation ceremony. Gwendoline Abuno replaces Alphonse Nafak as president of the Cameroon's Professional Association of Credit Institutions, in its acronym APECAM. Elected on June 23 by unanimous votes, the new president has been installed Thursday, August 18, 2022. I'm humbled and honored at the same time. I would equally just like to thank the outgoing president, Mr. Nafa, for his leadership, for having impact on the profession, and for all the initiatives that he put in place for us. I can commit on behalf of my colleagues and I that we will ensure that we continue with your legacy. For my colleagues of APECAM who voted me into this presidency, I can only thank you for your vote of confidence, and I can renew my commitment that I will continue to do my best to ensure that that confidence is merited. Following the strategic partnership existing between the government and these credit institutions, Cameroon's Minister of Finance was present. Notre présence ici témoigne de l'importance que l'État du Cameroun. Our presence here underlines the importance of government accords to the contribution of the financial sector and to the banking system in particular, in the road of attaining emergence. It's an avenue to voice out the great partnership that exists between the government and this financial group.
This collaboration rests on one objective shared by both parties, which is equip our country with a viable banking system capable of effectively responding to the financial needs of the economy. Abuno Gwendoline has been active in the banking space since 1998. Voilà donc cette autre actualité, deuxième sujet de ce soir, un commentaire peut-être sur l'APCAM, l'installation de... On poursuit avec le SDF si vous voulez bien. Dites-moi, à partir de quel moment sentez-vous que, au sein du SDF, pas forcément vous en tant qu'individu, mais je veux dire en tant que parti, en tant que machine, qu'il y a cette distanciation entre les cadres? C'est depuis la présidentielle, c'est avant la présidentielle, c'est qu'est-ce qui selon vous aurait pu dans le littoral notamment, permettre de voir cet écart se mettre en place progressivement? Les cadres du littoral, c'est-à-dire le président régional et le vice-président national, qui est l'honorable Joshua aussi, ont toujours été d'une entente presque parfaite. Ça, c'est avant l'élection présidentielle? Même ou de tout temps? De tout temps. Et même pendant les élections présidentielles, ils ont toujours été ensemble. D'accord. La distanciation vient du fait que... Parce que cette fronde-là, il faut réussir à la restituer dans le temps. Nous sortons des élections présidentielles. Il y a une frange du SDF qui demande aux candidats de faire le bilan de la présidentielle. Et il y a une frange du SDF qui dit que mordicus, il faut protéger le vice-président. Et dans la frange qui dit de protéger le vice-président se retrouve l'honorable Jean-Michel Nitieux et son honorable le camarade Jean-Robert Waffé. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2020? Entre 2018 et 2020, il y a l'élection législative. Il y a les élections municipales. Je crois que c'est de là que part l'aigreur. Maintenant, le reste, c'est la cosmétologie, c'est de l'habillage qu'on veut faire. On veut nous donner l'impression qu'il y a des dissensions qui sont essentiellement idéologiques ou des différences stratégiques. C'est des problèmes de personnes, c'est des problèmes d'ego qui sont en train de nous entraîner vers l'abîme. Et ceux qui n'ont pas pu détecter ces subtilités-là sont en train d'être instrumentalisés. Alors, vous dites que entre la présidentielle et la législative, pour vous, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe à la législative, lors des élections législatives et même municipales, pour que cette distance-là naisse? Pour crever l'abcès. Nous entrons à l'Assemblée nationale. D'accord, les deux y étaient déjà. Les deux y étaient déjà. D'accord. Par le fait de la guerre du Nozo, nous n'avons pas un groupe parlementaire. Et je vais vous dire que quand on a un groupe parlementaire, le président du groupe parlementaire a rendu vice-président de l'Assemblée nationale, le vice-président a rang de questeur. Ok. Et l'honorable Jean-Michel Nitieux était questeur. Il était vice-président, donc il avait rang de questeur. Mais dans la composition de l'Assemblée nationale, dans la redistribution des cartes à l'intérieur de... Le fait que vous n'avez pas de groupe, vous avez perdu le poste de vice-président? Nous avons perdu le poste de président et de vice-président. D'accord. Mais nous avons un poste de questeur. Il y en a un qui argue qu'il a un mandat de plus que l'autre. Au nom de l'ancienneté, c'est lui qui devrait passer questeur. Jean-Michel Nitieux. Jean-Michel Nitieux. Malheureusement, le chairman a fait son choix, qui est un choix discrétionnaire, qui est lié au fait que c'est lui le chef du parti, et c'est lui qui est consulté à cet effet. Et c'est de là que toute cette aigreur-là commence à se déployer. Ces problèmes de personnes qu'on veut maquiller en donnant l'impression que c'est des problèmes qui sont liés à des orientations. Quand on sort de la présidentielle, qui a été peut-être la présidentielle la plus chaotique de l'histoire de notre parti, liée à un environnement qui peut le justifier, mais au sortir de la présidentielle, ces deux cadres marchent main dans la main
Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que moi je suis convaincu que c'est le partage des sièges à l'Assemblée nationale qui est la cause de tout ça. Bon, mais il n'empêche que si ce n'était que cela, on n'aurait pas vu tous ceux qui se sont mobilisés à Bouddha. On parle de 27 à Bouddha qui, d'abord, ont dénoncé un certain nombre de décisions prises par le chairman. On demande au vice-président candidat de faire son bilan. Bref, il y a un ensemble de revendications, une chapelle de revendications qui a été égrenée comme ça pour évidemment demander ou exprimer leur désaccord vis-à-vis du parti ou des décisions d'un certain nombre de cadres du parti. Alors, dire que ce n'est que Jean-Michel Nitieux et que ce n'est que ça, c'est peu... Non, c'est pour te dire seulement que il y a des problèmes de fond. Et à partir du moment où ces problèmes de fond ne sont pas abordés, il y en a qui, par naïveté ou par souci de revanche, viennent s'agréger. Parce que là-dedans, il y a le carpe et le mariage de la carpe et du lapin. Parce que je me souviens qu'au sorti des présidentielles, pendant qu'il y en a qui hurlaient à U et à Dia, demandant aux candidats les comptes, il y en avait qui le protégeaient. Mais aujourd'hui, terriblement, tu constates que tous s'entendent désormais, comme par enchantement. Et c'est ça où on sent qu'il n'y a rien de concret derrière. C'est le côté atrabilaire qui me pose un problème. Et c'est pour ça que j'ai pas adhéré à cette manière de faire la politique, cette manière grimaçante, cette manière haineuse de faire la politique, qui ne me ressemble pas. Alors, on va prendre un troisième reportage et puis revenir sur la suite, notamment parler de cet autre aspect concernant ceux de Bouddha. On va essayer de creuser un peu s'agissant de leurs revendications. Évoquons d'abord cette sortie de 775 personnels non officiers de la gendarmerie nationale qui ont reçu leur parchemin de fin de formation. C'était à Yaoundé 7 semaines sous le commandement, on va le dire comme ça, pour emprunter au jargon militaire du colonel de brigade Ilekobi Ndjok. Suivez plutôt. Après 4 mois de formation théorique et pratique, ces personnels non officiers de la gendarmerie nationale ont décroché leur certificat d'aptitude et technique numéro 2, option service général. Ils étaient 800 stagiaires au départ. 8 ont été autorisés par le commandement à surseoir pour le prochain stage pour des raisons de santé. 1 a été radié en raison d'actes d'indiscipline posés dans son unité avant le stage. 16 n'ont pas rejoint le groupement. C'est finalement 775 stagiaires qui ont activement pris part aux activités de formation reparties en 4 modules. L'ordre public, la police judiciaire, le commandement dans la gendarmerie et la formation générale. Un accent particulier a été mis sur le droit international humanitaire, les droits de l'homme, le bilinguisme ainsi que l'éthique et la déontologie professionnelle. Un examen final constitué en partie de la marche commando et tir ont complété ce dispositif de contrôle de connaissances. Le général de brigade et le Kobi Daniel qui préside cette cérémonie leur a recommandé discipline et professionnalisme dans leurs nouvelles compétences. Ce stage était à la fois théorique et pratique. Les enseignements théoriques nous permettront d'exécuter pleinement nos missions sur le terrain, accouplés à ça les enseignements techniques. Nous sommes déjà aptes à servir le pays sur le plan de la sécurisation de nos routes. Je dis merci au commandement d'avoir fait de nous des sous-officiers de gendarmerie aujourd'hui et nous serons des responsables demain ou après-demain. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Cette fin de stage concerne en outre les personnels de la gendarmerie nationale appartenant à la deuxième vague du cycle 2022 du stage de formation initiale des motocyclistes en vue de l'obtention du permis de conduite militaire catégorie motocyclette lourde de grosse cylindrie. Alain Tongovis, ministre des Télécoms au Shadow Cabinet, nous parlons évidemment du SIF, coordonnateur Vouri. Il revendique davantage ce poste, malgré les nominations du 7 août dernier, faites par Jean-Michel Nitieux, le président régional littoral. Mais ça me permet de demander, n'y a-t-il pas un délai pour organiser une élection sereine, de remplacement par exemple, qui sait comme c'est le cas pour cette coordination qui traîne toujours Non, nous sommes en plein renouvellement. Toutes les strates du parti sont en mouvement. Nous avons commencé par les cellules, après nous passons par les circonscriptions électorales.
arrivera le tour de la coordination départementale et ça va culminer par le renouvellement du bureau de la région. Donc, ça se fait comme ça dans toutes les 10 régions? Oui, ça se fait comme ça dans toutes les 10 régions. Et à l'heure où nous parlons, le littoral est en train d'être renouvelé. Donc d'ici décembre, tout sera bouclé jusqu'aux élections du président régional. Donc cet empressement à vouloir absolument installer un camarade qui, parce qu'il a perdu son Marocain au Shadow Caminé, il fallait bien qu'on lui trouve quelque chose. Et il veut faire un glissement de chaise en violant toutes les statuts et les tests de notre parti. C'est ça qui est... Quels sont les articles qui ont été violés? Si tant il est que vous avez été nommé dans les mêmes circonstances. Non, il y a l'article 18.5 qui a été violé. Qui stipule que? On constate l'incapacité. Je ne suis pas incapable. On constate le décès. Je ne suis pas mort. Maintenant, il parle de l'incompatibilité. Et quand nous regardons les statuts du parti, il n'y a aucune incompatibilité. Donc c'est ça qui est le problème. C'est pour ça que jusqu'ici, je me considère comme coordinateur départemental du bruit. À ce niveau, quelle est l'instance du parti qui valide ou invalide ce type de décision, que ce soit les élections ou que ce soit des nominations comme intérimaire? C'est le comité exécutif national. D'accord. Je ne sais pas encore si vous l'avez saisi, vous avez interpellé, oui, vous l'avez dit. Nous attendons le comité exécutif national pour qu'il situe chacun. Est-ce que les autres camarades du SDF, même de façon informelle, dans d'autres régions, se sont déjà exprimés sur cette question-là? Oui, parce que quand nous sommes dans les forums sont très divisés. Hein. Les forums du parti sont très divisés. Parce que déjà les batailles au sommet ont clivé le parti sur le terrain. Donc c'est divisé. Mais sauf que je sais, l'indice que moi j'ai, c'est que malgré cet état de délitement, cette atmosphère hideuse, nous avons pu participer au défilé du 20 mai. Nous avons pu participer au défilé du 20 mai parce que c'était une résolution du président national. Le président national a fait, donc, à l'intérieur du littoral, pendant que l'honorable Ninchu disait qu'on ne défilait pas, moi j'ai pris sur moi la responsabilité de faire défiler les troupes. Et Dieu seul sait que les troupes sont sorties en masse. Et à partir de là, je sais que mon arrêt de mort était signé. Donc, nous continuons d'attirer les gens, les militants avec nous, qui nous expriment toute leur sympathie et qui nous demandent de continuer dans ce que nous faisons. D'accord. Alors, revenons donc aux batailles. Au-delà du littoral, on a parlé de C27 de Bouddha. Fondamentalement, quelles sont leurs revendications? Et vous, qui êtes, j'ai failli dire en face, puisque vous ne partagez pas systématiquement les revendications-là, quelle est la perception que vous en faites? N'ont-ils pas sur un ou deux points, qui c'est peut-être raison, n'y a-t-il pas lieu, 30 ans aujourd'hui, que le parti s'arrête un instant et se dire, si on n'a pas pu être président de la République jusqu'à présent, il y a certainement quelque chose qui n'a pas marché, si on n'a pas pu être majoritaire au Parlement, Sénat et puis... Non, ils ont c'est des camarades, pour la plupart que nous connaissons, avec lesquels nous avons de très bonnes relations. Mais nous sommes dans un parti politique et à l'intérieur d'un parti politique, il y a plusieurs manières de voir la chose. Sauf que dès que, par centralisme démocratique, nous avons déjà pris une position au niveau du comité exécutif national, même quand on n'est pas content, on suit les résolutions du parti. Nos camarades ont posé un certain nombre de griefs, un chapelet de griefs, et ce chapelet de griefs est en instance dans les juridictions du parti. Bon, le président national, au cours du dernier comité exécutif national, a remis à la cellule juridique nationale
le document des camarades qui ont été signataires en Bouddha et ils sont en train de statuer sur le fond. Si sur le fond, sur la forme, c'est recevable et sur le fond, il faut l'exploiter et c'est après cette exploitation qu'il y aura de fortes résolutions qui vont être prises. Donc je me réserve pas d'entrer, faire un commentaire à l'intérieur. Bon, n'empêche que malgré cette saisine, oui, les uns et les autres donnent pas le sentiment de lâcher du lest. Je dis que c'est toujours un chien de faïence. Un chien de faïence, mais c'est humain. Et le parti en prend. C'est pour ça que les instances du parti sont en train de travailler pour amener la sérénité dans la maison. C'est ce que je peux dire. D'accord. On repart à la régie pour un 4e reportage ce soir. C'est le préfet du Fundi qui tape du poing sur la table. Il a rencontré récemment les propriétaires des débits de boissons. Il dénonce des nuisances, l'ouverture tardive de ces débits de boissons. Là, bref, il dit stop. On va à nouveau le découvrir dans ce reportage de Olivier Bouzika, Yaoundé et Thierry Monde. Face au tenancier du débit de boissons de la capitale, le préfet du Fundi a frappé le poing sur la table. La récréation est terminée. Principale recommandation des échanges, le respect impératif de la réglementation en matière de débit de boissons. Les heures de fermeture doivent être respectées et on doit également respecter le voisinage. Les bruits, nuisances sonores, de jour comme de nuit, les tapages et autres, le respect des moindres mesures d'hygiène et de salubrité. Nous avons des débits de boissons qui manquent même de toilettes, au point où les clients se soulagent dans la nature. Ceux qui doivent évoluer jusqu'à 6 heures, ce qu'on appelle généralement les boîtes de nuit, doivent obtenir l'autorisation du ministère du Tourisme. Les mesures sécuritaires ne sont pas épargnées. Vous avez des établissements qui n'ont pas d'issue de secours et il peut arriver des incidents à l'intérieur. Imaginez-vous qu'on ait un incendie dans une boîte de nuit et suivez mon regard. Donc nous voulons donc que la mise en œuvre de ce que nous avons arrêté ici soit effective à partir de ce soir. Les propriétaires des débits de boissons sont en alerte. Avec toutes nos doléances que nous avons demandées, il en ressort que monsieur le préfet a dit non. Et tout ce que moi je peux dire à mes collègues barman ce soir, c'est juste de respecter la réglementation. Pour ceux qui peuvent faire, qui ferment à minuit, qui ferment à minuit. Des équipes d'inspection seront déployées sur le terrain et des sanctions allant jusqu'à la fermeture définitive sont prévues contre les débits de boissons qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur. Voilà donc pour ce qui est des débits de boissons à Yaoundé, on espère que cette mesure va s'étendre au-delà de Yaoundé parce que le problème n'est pas que là-bas. On le vivait quand même ici, c'est une forme de désordre urbain également. Dans le Viard-Douala et puis dans bien d'autres cités du pays. Non, c'est un désordre qui est bien organisé. Comment cela? C'est organisé parce que ça se passe au vu et au su de tous. Vous connaissez le nombre de tours la police fait dans les rues, les fameuses rues de la joie, pour récupérer l'argent aux tenanciers de ces débits de boissons-là. La police passe. La police finit de passer, après la gendarmerie passe. En fait, chacun s'en met plein les poches. Et ça, c'est un circuit organisé. C'est un circuit organisé. Et après, il y a des répartitions qui se font. Et ça, ça me permet d'embrayer sur une autre question. Chez nous, nous avons une espèce de tolérance administrative qui fait peur. On vous laisse fonctionner. On sait que vous êtes hors la loi. On vous laisse fonctionner, Entre-temps, il y en a qui vous pensionne, Après avoir pensionné, on vous laisse donc c'est le jour où vous avez vous voulez être un peu subversif, quand vous ramène vers le droit chemin. Donc c'est pour ça que... Vous dites quoi, on les tient en laisse? On les tient en laisse, ça c'est l'expression consacrée. Et ce que le préfet vient de faire là, bon, il avait les éléments du maintien de l'ordre autour de lui. J'espère que c'est à eux qui s'adressaient, pas aux tenanciers. Vous êtes pessimiste, on dirait? Ben, c'est des trucs qui sont généralisés et qui sont liés à la perte de la moralité publique chez nous, qui s'est dégradée progressivement
alors que le parti au pouvoir nous parlait de rigueur et moralisation, mais c'est sous le règne malheureux du président de la République, Paul Biya, que ce type de comportement s'est généralisé. Avant. D'accord. Avant, il y avait ouvrir une vente emportée était assujetti au nom de la libéralisation. On a tout libéralisé. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on récolte. On récolte l'insalubrité, les nuisances sonores. Et voilà, c'est un des autres. Mais je crois que ce n'est pas seulement le préfet du Fondi qui devrait prendre la... J'interpelle aussi le ministre de l'administration territoriale pour qu'il y ait une vaste campagne sur l'étendue du territoire. Et ils savent que leurs auxiliaires qui sont la police et la gendarmerie doivent être les gens qui vont être le mieux sensibilisés à ces questions. Mais si vous gardez ce pessimisme-là, quelle est votre approche de solution par rapport à cela? Qu'on remette cette tenancière sous contrôle ou alors davantage assainir l'environnement des fonctionnaires qui s'occupent de ce mécanisme-là? Il faut davantage assainir l'environnement des fonctionnaires qui ont fait de ça, qui est devenu une rente de situation pour eux. On vous laisse ouvrir, mais M. Dipita, vous êtes un enfant de la ville. Vous voyez, souvent comme quand vous êtes assis, vous êtes en train de lever un godet avec un ami, et vous voyez qu'il y a une voiture de la police qui vient, qui sert, qui va y récupérer ce qu'ils peuvent récupérer et ils repartent. À partir de ça, c'est pour ça que j'ai dit que nous avons une espèce de tolérance administrative qui fait peur et qui a délité la moralité publique chez nous. Parlons donc du SIF. Alors, vous êtes en attente d'un congrès l'année prochaine. L'année prochaine. Quels sont les enjeux? Déjà, on sait que le chairman avait décidé de ne pas se présenter à la précédente élection présidentielle. Oui. Le chairman a annoncé son retrait définitif de la vie publique, la vie politique. Oui. L'enjeu, c'est voter un nouveau président pour le parti, c'est-à-dire que renouveler l'exécutif du parti, c'est-à-dire le comité exécutif national avec un nouveau président, puisque le chairman a donné ce qu'il a pu donner et il est en fin de cycle et lui-même a décidé de se retirer. Donc il y a un nouveau président qui va être là. Et il y a même peut-être de nouvelles lignes qui vont être données, parce que nous allons vers une nouvelle présidentielle. Quelle est la ligne du SDF pour la présidentielle? Et cette ligne-là va être définie à partir du candidat qui va passer comme président. On va savoir quelle motion et en fonction des sensibilités, comment se déployer. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avant cette échéance, on regarde la marge du parti, la sérénité n'est pas totale. Hein. C'est pour ça que la solution pour nous, c'est d'aller au Congrès, pour que le Congrès tue. Parce que toutes ces velléités sont aussi liées au fait que la succession du chef suscite des appétits. Oui, ça suscite des appétits. Mais en attendant, il y a également, je veux dire, il y a également la vie politique s'est pas arrêtée avec le SIF. Il y a ces batailles politiques dans l'espace qu'il faut mener. Comment vous essayez de juguler ces deux aspects, la crise interne, si on peut parler de crise interne, et l'environnement politique qu'il faut gérer? Mais nous gérons l'environnement politique. La preuve, je suis invité chez vous aujourd'hui pour faire entendre notre voix et vous expliquer ce que nous avons comme difficultés en interne. Mais nous nous déployons suffisamment. La preuve, nous sommes sur le chantier de la révision du code électoral que nous avons même bouclé avec 7 autres partis, parmi lesquels le MRC, le PCN, l'UDC, le MP et même le parti du Prince écossais. Donc nous sommes dans les chantiers parce que nous estimons que le toilettage du code électoral est important pour qu'on aille vers une élection un peu plus assainie, pour que les contestations multiples qui ont toujours émaillé les élections soient tues à partir du moment où il y a un minimum de consensus autour de la question électorale. Même le président de l'ECAM avait demandé à tous ses collaborateurs de lui faire des propositions pour qu'on ait un code électoral un peu plus assaini. Donc nous sommes dans ce chantier-là. Et nous avons aussi le chantier
que nous sommes en train de travailler avec les représentations diplomatiques pour qu'elles puissent nous accompagner vers plus d'épanouissement de notre parti. Nous travaillons avec la fondation Freddy Scheber, nous travaillons avec la fondation Jean Jaurès pour donner de la formation et le contenu à nos cadres. Donc notre vie n'est pas arrêtée. Et pour dire, malgré tous les remous, le SDF tient un comité exécutif national tous les 3 mois, donc 4 fois par an, on réussit à se mettre d'abord dans une camisole de force qui réussit à contenir les velléités des uns et des autres, mais le SDF est sur le terrain. Donc vous estimez que aujourd'hui, si on vous le demandait, au regard évidemment de l'évolution des choses, qui peut remplacer le chairman? Peut-être avant d'y mettre non, on y arrive. Je reformule un peu la question. Ouais. Pour vous, le profil du prochain président, j'ai failli dire le bon profil, le bon président du SDF d'aujourd'hui, de demain, au regard évidemment des enjeux nouveaux, dans un Cameroun qui n'est pas celui de 90, il y a les nouveaux modes de communication, Internet et autres, il y a de nouvelles batailles politiques, il y a un nouvel environnement avec l'autre parti. Récents qui sont nés, qui ont pu faire entendre parler d'eux, par exemple comme le PCRN. Il y a d'autres partis qui ont rapidement réussi à s'implanter et qui se font, sur lesquels on peut compter désormais au Cameroun, dans l'opposition camerounaise, comme le MRC. Il y a des partis aussi anciens que le vôtre, l'UDC. Dans cet environnement-là, pour vous, quel serait le président, quel serait le profil du président du SDF qui pourrait manager au mieux le Social Democratic Front afin de mieux aborder les prochaines échéances? Bon, la personne, il doit d'abord être rassembleur. Okay. Ça c'est le profil. Il doit être humaniste, le prochain président du SDF. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de rassembleur, qui est quelqu'un capable de comprendre les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont différents des enjeux de 90. Ça, c'est sûr. En 1990, il y a un discours qu'on pouvait tenir, qu'on ne peut pas tenir aujourd'hui. Il y a de fortes mutations, il y a de nouvelles forces qui ont fait leur entrée dans l'arène. Il faut pouvoir faire l'analyse de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui ne hurle pas avec les loups. Il faut quelqu'un qui peut avoir la capacité, quelquefois, de transgresser l'opinion. Parce qu'à force d'aller dans le sens du vent, on finit par avoir un destin de feuilles mortes. Et puisque c'était la question précédente, dans ce schéma-là, vous dites, ce serait qui? Le camarade Joshua aussi pour moi. Vous êtes en campagne pour lui déjà? Je ne suis pas en campagne pour lui, mais je crois que le camarade Joshua aussi a le profil. Il a le profil, il est humaniste, il a... Quelquefois, il prend sur lui le risque d'être impopulaire. Lorsqu'il croit à un principe. À quoi ça sert d'être populaire quand on ne vend que du vent? Ça aussi, c'est des questions de fond qu'il faut poser. Le camarade Joshua prend souvent les risques d'être impopulaire, parfois même d'être incompris, mais prendre des questions fortes et savoir qu'il faut faire avancer, notre structure. Notre structure n'est plus dans le brouilleux de 1990. Ceux qui disent qu'il faut aller vers un choc frontal, c'est leur choix. Mais on a vu ce que le choc frontal a pu faire à certaines personnes. Nous avons un pouvoir qui est presque en fin de cycle. Nous avons un pouvoir que nous devons remplacer. Ce pouvoir-là a usé de tous les stratagèmes pour garder les manettes du pays. Et 30 ans après, il est presque essoufflé. Organisons l'après-bien. D'accord. Revenons à la régie pour un autre reportage, cette fois-là dans le cadre de la rentrée scolaire. Ce sont les ministres des enseignements secondaires et le ministre de l'enseignement de base qui ont décidé comme ça de fermer
près de 500 écoles qui évidemment fonctionnaient dans un environnement pas forcément légal. Décision a donc été prise de mettre ces écoles-là au pas pour que les parents ne soient pas trompés en cette période délicate et difficile, et surtout qu'ils aient la bonne adresse pour inscrire leurs enfants. Au portage. Le littoral tient la palme d'or. 53 établissements scolaires clandestins fermés au travers d'un arrêté signé le 9 août du professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. La région du littoral est immédiatement suivie du centre, 38 collèges fermés, l'Est 10, le Sud 7, l'Ouest 6 et l'Adamawa 2. Soit un total de 116 instituts clandestins repartis sur 6 des 10 régions du Cameroun. Et dans le primaire, ce sont 326 écoles qui viennent de subir le même sort du professeur Laurent Sergetou Dingwa, ministre de l'Éducation de base. Entre autres raisons motivant leur fermeture, les deux ministres soulignent la nécessité de mettre de l'ordre dans le secteur de l'enseignement privé au Cameroun. Ils dénoncent par ailleurs, selon les cas, de faux actes de création, un fonctionnement sans autorisation, un environnement non propice à l'activité scolaire et un cas d'école logée dans une maison d'habitation. Comme lors des rentrées précédentes, la traque aux établissements scolaires clandestins s'ouvre à moins d'un mois de la reprise des classes, alors que certains parents avaient déjà entamé les démarches d'inscription. Malheureusement, au Cameroun, il n'existe pas encore de site gouvernemental où l'on peut aisément consulter la liste des établissements scolaires privés homologués, et donc à chaque rentrée scolaire, le scénario est le même. Notons qu'à la suite de ces décisions, des agents de l'administration en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires seront déployés sur le terrain pour faire respecter leur application. Voilà donc qui est dit dans cet environnement délicat quand même pour les parents, déjà que l'environnement est devenu extrêmement compliqué, on regarde la vie chère et cette rentrée scolaire, donc il faut orienter les parents, qu'ils aient la bonne adresse, et vous dites que les ministres ont eu le mot juste. Oui, je crois que les ministres ont eu le mot juste, mais généralement c'est pour ça que je parle de cette tolérance administrative. Parce que ces établissements, je suis sûr que ces établissements ont ouvert, ont bien présenté des candidats l'année passée. Mais pourquoi c'est cette année qu'on découvre que ces établissements sont clandestins? C'est le laxisme d'État qui est un problème chez nous. Quelquefois, nous avons de super tests, mais dans leur application, il faut toujours le bâton, parce que personne ne veut prendre à bras le corps ses responsabilités vis-à-vis des affaires publiques. C'est ça le problème. Maintenant, il faut saluer, parce que nous, les parents, quelquefois, ça avait beaucoup d'anxiété que nous abordons la rentrée scolaire. Parce qu'avec déjà la vie chère, comme vous dites, et avec les coûts qui sont devenus exorbitants, c'est pour ça que je crois qu'en vérité, l'État devrait même aussi, comment est-ce qu'on appelle ça, plafonner les frais des scolaires au Cameroun. Parce que quelquefois, les coûts sont devenus exorbitants. Et quand tu vois que les coûts sont exorbitants, et vous voyez ce qu'on reverse au corps enseignant, ça pose un autre problème. C'est un autre problème, ça veut dire que les promoteurs d'établissements se font la part balle et le reste, les enseignants sont dans le dénuement total. Vous avez des appréhensions par rapport à cette rentrée scolaire? Je rappelle par exemple qu'il y a le mouvement OTS, ces enseignants qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, ont un certain nombre de revendications. Ils ont remis cela à la rentrée prochaine pour dire que si leurs revendications ne sont pas prises en compte, attention, on pourrait ne pas reprendre l'école, tout au moins dans le public. Avez-vous des appréhensions par rapport à cette rentrée scolaire-là? Ben, nous avons des appréhensions. À partir du moment où les membres du gouvernement, sur instruction du président de la République, leur a demandé de gérer avec célérité les documents des enseignants, pour le dire globalement, et que jusqu'aujourd'hui, c'est avec parcimonie que ça se fait. C'est comme si ça a été un dol, et les enseignants ont déjà expérimenté un mode de grève qui a bien marché. Ils peuvent le remettre lors de cette rentrée scolaire-là. Et justement, c'est à l'occasion de la rentrée scolaire
qui est une période de forte mobilisation pour les parents qui vont poser ce type d'acte et ça va être regrettable d'abord pour nous, les parents d'élèves. D'accord. Revenons un peu au SDF pour poursuivre dans quelques minutes, une dizaine de minutes, achever l'émission. Alors, vous êtes serein néanmoins dans le fonctionnement quotidien au regard de toutes ces entraves, au regard de toutes ces incompréhensions internes au parti. Comment vous faites pour fonctionner au quotidien? C'est vrai que votre question est complexe. Elle est complexe, mais au quotidien, nous fonctionnons. Nous tenons nos comités exécutifs, aussi bien au niveau de la région, au niveau du département, que les comités exécutifs au niveau des circonscriptions électorales. Nous siégeons avec... c'est vrai que c'est pas là, il y a des batailles très très fortes en interne parce que le pourrissement du sommet a eu un impact sur toutes les différentes strates du parti, mais nous continuons de travailler et nous espérons que le chairman, avant le congrès, va faire des efforts pour amener la paix à l'intérieur de la maison parmi ses enfants. Et là, nous attendons maintenant avec de belles perspectives pour la présidentielle, les législatives et les municipales. 30 ans plus tard, a-t-il encore la même poigne? A-t-il encore le même ton pour dire justement, écoutez, la récréation est terminée? On regarde davantage des velléités, des ambitions des uns et des autres. Est-ce que le chairman aujourd'hui, cette grogne n'est-elle pas en elle-même le sentiment que, ou alors l'expression de ce que le chairman a un peu perdu de la main? J'ai participé au comité exécutif national. D'accord. Il y a moins de 2 semaines, qui a été présidé par le chairman John Frondi. Et j'ai vu toutes les velléités qu'il a pu contenir, parce qu'il y avait des velléités très très fortes à l'intérieur de la salle, des velléités même d'en découdre, même sur le plan physique, mais il n'y a que le chairman qui... pour couper court, presque tout ce monde-là, même les frondeurs, à 90%, ils doivent quelque chose au chairman. Il est tient, comme qui dirait? Ah ça, je ne veux pas utiliser ce terme, il est gros. Et mais je crois qu'il exerce une forte autorité morale sur ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il a intérêt à ramener vite la sérénité à l'intérieur de la maison. Sinon... Le SDF survivra-t-il à John Frondi? Le SDF survivra à John Frondi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a la même capacité d'accaparement, des velléités, de tempérance des uns des autres? Le SDF survivra à John Frondi. Ça, je le sens. Je le subodore, je le sens parce que nous travaillons au quotidien avec les structures. Parce qu'en principe, toutes les batailles internes que nous sommes en train de maintenir, qui sont des batailles de mutation aussi, il faut le dire ainsi, auraient implosé une autre formation. D'accord. Ouais. Mais à l'intérieur du parti... même ceux qui ont exprimé des velléités à un moment donné de parti, tu sens qu'ils ne... Puisqu'ils continuent de mener les batailles en interne... Vous dites quoi, c'est une forme de chantage? Ils continuent de mener les batailles en interne, ça veut dire qu'ils ne veulent pas partir. Ça veut dire qu'ils estiment qu'ils sont dans la maison. Ils font du chantage pour vous? Ça ressemble un peu à du chantage. Ça ressemble un peu à du chantage, mais voilà. Partons avec Adonis Yamen pour voir cet autre reportage. On reste dans le cadre des revendications sociales. Des personnels du domaine de la santé également, cette semaine, sont montés au créneau. Cette fois-là, pour lever un peu du pied, pour dire que eux, leur grève, ils vont la reporter de quelques mois. Justement, c'est dans ce délai qu'ils ne s'entendent pas forcément. Le gouvernement souhaite 6 mois de report et eux, ils ont décidé de faire 4 mois. Résumé dans ce reportage qui suit. Face au délai de 6 mois sollicité par le gouvernement pour solutionner les revendications des syndicats du secteur médical, les leaders du CIPEM et Cap Santé ont consulté leur base et répondu au ministre de la Santé publique ce mardi matin. Les syndicats ont plutôt réduit le délai au lieu de 6 mois, 4 mois, jusqu'au 31 décembre 2022. Nous avons accepté la main tendue du gouvernement
en estimant que nous avons fait de bonnes propositions et que ces propositions-là pourront résoudre les problèmes des personnels de santé. Outre les problèmes posés, il revendique un meilleur traitement des personnels temporaires qui travaillent dans les hôpitaux publics. Comment comprendre que 14 ans quelqu'un est temporaire? Comment comprendre l'iniquité entre salaire indiciaire et salaire catégoriel? À travail égal, salaire égal. Pourquoi salaire catégoriel? Pourquoi salaire alors que nous sommes astreints aux mêmes obligations, aux mêmes objectifs? Si toutes les parties sont d'accord sur la pertinence des revendications, le délai de traitement du problème les divise. Le gouvernement propose 6 mois, les syndicalistes 4 mois. Beaucoup de préoccupations sont d'ordre financier et nous ne pouvons pas proposer à nos hiérarchies respectives des solutions durables avant l'intégration de certaines données dans les budgets qui sont adoptés généralement en novembre-décembre. Il faut donc qu'on travaille. Les syndicats jouent la carte de la prudence. Les échanges vont se poursuivre. Pour l'heure, le mot d'ordre de grève est suspendu. Évidemment qu'on va observer tout cela pour la suite, voir comment les deux partis, gouvernement et syndicats dans le domaine de la santé, poursuivront les échanges, évidemment, dans l'intérêt des populations, c'est essentiel dans l'intérêt du public. Alain Tongo, on va poursuivre cette émission, toujours dans la trame. Depuis le départ, on parle de ces dissonances, de ces discordes au sein de votre parti, le SIF. Depuis 2018, quand même, c'était déjà observé, hein, le SIF qui à l'époque en 92 était quand même, j'ai fait le premier parti de l'opposition en termes de représentativité élue, donc les députés et puis les élus locaux, a perdu beaucoup de sa verve dans ce sens-là. Et puis 2018, quand même, la présidentielle également était, j'ai fait dire, un gros échec. Le candidat à la présidentielle a quand même connu un score dégringolant. Les législatives et les municipales sont passées par là. Le SIF n'a pas forcément... vous n'avez pas de crainte pour la suite. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a comme un essoufflement de votre parti 30 ans après et qu'il y a du mal justement à retrouver ce regain d'activité, d'ambiance pour être d'attaque pour les prochaines échéances? Je vous ai dit tout à l'heure que l'environnement qui est aujourd'hui n'est pas un environnement de 90. Vous n'avez pas su vous adapter, c'est ça? Je crois aussi que nous sommes en train de faire une crise qui est une crise, la première. Chaque adulte fait des crises. Hein. Il y a même des adultes fugueurs. Donc le SDF est en train de faire une crise, mais le SDF est en train de faire sa mue aussi. Donc je crois qu'au sorti de ces batailles, la ligne qui va l'emporter va imprimer sa marque sur la vie du parti et sur la vie de la nation. C'est comme ça que moi je perçois ça. N'y a-t-il pas plus de risque de perdre de plumes, d'y laisser davantage, que d'en gagner, d'engranger de nouveaux espoirs? Oh, on va peut-être, il faut parler à de nouvelles personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une ligne est définie, dès qu'on l'a définie, on connaît la cible et on sait à qui on peut s'adresser. Donc le SDF va peut-être s'adresser à de nouvelles personnes, à de nouvelles cibles. Il y a une jeunesse qui est bouillonnante, qui n'a pas connu les années de braise, qui ne connaît pas l'histoire du SDF, qui ne connaît pas que les luttes du SDF. Par exemple, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a eu des luttes de 1990 qui ont libéralisé le monde des médias. Et ça, il faut mettre ça à l'actif de tous les batailleurs qui ont été au fond des barricades des années 90, c'est-à-dire tous nos amis de l'Union pour le changement, mais avec à la tête le SDF qui était comme la locomotive. Donc ces histoires-là, les enfants ne connaissent pas ces histoires. Donc il faut réorienter vers de nouvelles cibles, aller recruter de nouvelles personnes avec de nouveaux profils et leur donner de nouvelles perspectives pour le pays. Donc je crois que nous sommes en train de faire notre mieux parce que après ces affrontements-là,
il y a une ligne conductrice qui va rester et c'est sur celle que nous allons nous arrimer. Comment voyez-vous le SDF à moyen terme, je vais me dire à très court terme, c'est-à-dire d'ici 2025? Le SDF est serein. Le SDF est serein. Il sera au rendez-vous de... Il sera au rendez-vous de la présidentielle, il sera au rendez-vous des législatives et des municipales. D'accord. Je voudrais qu'on découvre cela en image. C'était hier à Bafoussam, cette fois par l'UMRC. Hein. Ouais. Le président du MRC, Maurice Kamto, a fait une descente dans le chef-lieu de la région de l'Ouest. On va le découvrir en image. Maurice Kamto y est allé installer le nouveau bureau régional élu là-bas, les nouveaux responsables et cadres qui ont donc été récemment élus dans le cadre du renouvellement des organes de ce parti. L'occasion a donc été saisie pour l'organisation de ce meeting grandiose. Hein. Une mobilisation pardon, de première heure des militants du MRC. Qui ont grandement répondu à l'appel de leur président. D'ailleurs, c'était, je pense, depuis 2018, oui, le premier grand meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun, autorisé par les personnes compétentes, parce que vous le savez, le MRC a quand même eu du mal depuis ce temps-là avoir des autorisations d'organisation des meetings, les autorités administratives leur ayant plus d'une fois opposé un refus catégorique. Quand vous regardez cela, vous dites que parce qu'en 90, 92, c'est ces images qu'on avait par exemple de Sherman. Hein. Ouais. Ces sorties grandioses dans le littoral, nous étions encore tout jeunes ici à Douala, quand le chairman arrivait, depuis Dibombari là-bas, c'était la grande mobilisation. Il prenait 3 à 4 heures de temps pour faire la traversée du pont du Vori, pour se retrouver au stade de la réunification. Alors quand vous voyez ça aujourd'hui, avec Maurice Kamto par exemple à Bafoussam, vous gardez la même sérénité populaire? Je suis plein de nostalgie quand je vois ces images-là. Ah d'accord. Parce que j'ai fait partie très tôt du service d'ordre du chairman. Donc, ces images-là me rappellent les images de 90. Mais au-delà de ça, il faut dire que l'administration ne nous rend pas de service. À quoi ça sert dans un environnement pluriel, dans un environnement de liberté, de museler les partis politiques de l'opposition? Parce que tenir un meeting au Cameroun, quand on est de l'opposition, relève de la gageure. Au-delà du MRC que nous sommes en train de voir là, qui après une bonne lutte, un ping-pong administratif a réussi à tenir son meeting, nous tous nous sommes victimes de ça. C'est pour ça que les positions de principe doivent être des positions de principe pour tout le monde. C'est pour ça que ce meeting du MRC, je l'applaudis de toutes mes mains. Et je suis aussi nostalgique parce que quand je vois ces images, ça me rappelle la forte mobilisation du chairman en 1992 à la tête de l'Union pour le changement. Et vous comprenez que c'est peut-être cette volonté de certains de vos camarades de s'inspirer de temps en temps. D'ailleurs, il y a une frange dont on dit ou dont on soupçonne un certain rapprochement, une certaine accointance avec le MRC. On le dit. Mais moi, je ne le pense pas. Vous ne le pensez pas? Je ne le pense pas. Je ne pense pas, mais bon, il y a des confidences que je vais taire. Pourtant, c'était l'occasion d'en faire quelques-unes. Non, je vais faire une confidence lorsque je serai avec le présentateur. À quoi rassemble cette émission si on n'en a pas d'autres pour nos téléspectateurs? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'ils Vous n'avez pas la crainte d'une inféodation de votre parti, des différentes forces qui sont déployées en ce moment, le PCRN, le MRC, l'UDC. Vous ne vous dites pas que certains de vos camarades qui flottent peut-être sur cette ligne-là
vont soit traverser, soit vous entraîner, soit faire le chemin inverse. Mais si tel est leur agenda, il vaut mieux ne pas le garder secret. Bon, qu'ils nous disent qu'il y a des options, on étudie ces options, on regarde ce qui peut partir. Vous avez la même observation que l'opinion. Je veux dire qu'il y en a qui observent que parmi vos camarades, il y en a qui ont quitté la ligne ou qui semblent quitter la ligne du parti pour épouser d'autres lignes. Ben, ça dénote seulement d'une chose. Quand tu as un camarade qui est dans une circonscription électorale, dans laquelle on hurle avec les loups, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle avec les loups. Je ne dis pas plus que ça. Donc ces lignes-là sont liées au fait qu'il y a une structure, il y a un profil d'électeurs qu'on vise, il faut pouvoir hurler avec les loups. On va prendre le dernier reportage de cette émission, juste un petit rappel. C'était l'Assomption lundi dernier, d'ailleurs jour férié. Les chrétiens catholiques ont donc observé ce moment de pleine, ce moment religieux assez fort pour accompagner ce qu'ils considèrent comme la Vierge, la Sainte Marie, dans ce jour spécialement consacré à, j'ai failli dire, sa vénération. Suivez ce reportage. Selon des Saintes Écritures, après une vie terrestre accomplie, c'est ce 15 août que la Vierge Marie est montée au ciel. Autrement dit, la mère de Jésus-Christ est entrée dans la gloire de Dieu. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est cette fête-là où le Christ reçoit sa mère au ciel. Et pour nous chrétiens, c'est la fête où nous célébrons non seulement notre mère, mais aussi ce qu'elle incarnait en tant que femme, en tant que mère, à savoir sa vie de silence, sa vie d'humilité et sa vie de service. C'est cette élévation que des centaines de fidèles sont venus commémorer ce matin à la paroisse universitaire François-Xavier de Yaoundé. À travers l'évangile du Saint-Luc, enseigné aux fidèles, le Père Hervé Bitomo les invite à se réjouir des merveilles du Seigneur. L'unique message que je peux envoyer aux chrétiens, c'est d'imiter Marie dans sa simplicité, son humilité et son service. Nous avons réellement besoin d'être là les uns pour les autres et que Marie intercède toujours pour vous. Les fidèles chrétiens ont profité de l'occasion pour intercéder auprès du Très-Haut en faveur du Cameroun. Je profite de cette occasion pour souhaiter que la paix revienne pleinement au Cameroun. On remercie Dieu et on souhaite qu'il faut que le Cameroun soit ensemble. C'est avec ce message de paix et d'adoration qu'ils ont poursuivi la célébration religieuse en famille. On va donc mettre un terme à cette émission. Alain Tongo, vous allez peut-être avoir un dernier mot pour vos camarades, un mot de bataille, un mot qui c'est peut-être de réconciliation, puisque le parti est sur des lignes pas forcément coordonnées aujourd'hui. Ben, je leur demande seulement de faire foi au SDF et qu'il n'y a qu'un SDF, il y a un seul SDF. Toutes les velléités qui sont en train de se déployer sur le terrain, et il est peut-être au fait que le chairman est en train de quitter la tête du parti, donc il y a chacun qui veut jouer crânement sa chance. Mais sauf qu'on ne prend pas sa chance en foulant aux pieds les statuts, les règlements intérieurs. Et quand on prend même sa chance, il y a un minimum d'élégance. C'est pour ça que j'appelle tous les camarades à la retenue et même toutes les batailles qu'il y a à l'intérieur des réseaux sociaux, je leur demande de d'abord les taire. Qu'on rebâtisse notre maison parce que tout le monde sait que le malade est convalescent. Je rappelle que vous êtes vice-ministre des télécommunications au Shadow Cabinet, récemment promu. Hein? Oui, récemment promu. Vous dites mais vous ne m'avez pas félicité. Vous dites que c'est quoi? C'est la résultante de votre militantisme, de votre... C'est 30 ans de militantisme. J'ai été candidat aux élections législatives en 2007. Ah, d'accord. J'ai été candidat aux élections législatives en 2013. Okay. J'ai été colistier du camarade Jean-Michel Litieux. Ok. Donc, nous nous connaissons. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas de la médisance.
mais c'est qu'on ne fait pas la politique avec des états d'âme. On n'aurait certainement pas pu avoir un meilleur profil que le vôtre. Merci infiniment d'être resté ce dimanche pour que nos téléspectateurs comprennent un peu ce qui se passe dans votre parti. Hein. Merci de m'avoir félicité enfin. Félicitations à vous pour votre récente cooptation, nomination au sein du Shadow Cabinet, ce bloc de personnes qui autour du chairman essaie évidemment de faire vivre et poursuivre l'idéologie du parti. Je rappelle, et vous le réclamez assez fort, que vous dites toujours être le coordonnateur Vouri, coordonnateur départemental du pour le SDF. Les camarades m'appellent de façon sympathique Cordo. Ah, j'imagine bien. Ouais. Merci à vous également à la maison d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu, spécialement consacrée à la vie du SDF. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir.